Michel Bussy, on est ravi de vous retrouver à la librairie La Galerne pour évoquer dans cette interview un premier livre, Nouvelle Babel, paru bien sûr aux presses de la Cité. Michel, je crois que c'est la première fois que vous emmenez le lecteur sur un terrain de jeu aussi vaste, la Terre entière, carrément, dans un roman polar, thriller, avec une enquête bien sûr, d'anticipation, de science-fiction. D'ailleurs, entre anticipation et science-fiction, quel est le terme que vous préférez ? Moi, plutôt anticipation, en tout cas, certains ont le qualifié de polar visionnaire. C'est vrai qu'il y a un petit peu ça, c'est-à-dire que c'est pas du Star Trek ou du Star Wars, c'est un monde qui ressemble beaucoup à celui dans lequel on vit aujourd'hui, avec juste une invention en plus qui est cette téléportation humaine, qui est cette idée qu'il n'y a plus de distance. Mais pour le reste, c'est comment cette invention va jouer sur nos vies quotidiennes. Et vous avez raison, c'est surtout un roman où on va beaucoup voyager. Il y a beaucoup de mes romans où on voyage déjà énormément, avec des avions, avec des îles lointaines, mais dans ce roman, c'est évidemment celui dans lequel on va visiter non seulement beaucoup de lieux, mais en plus des lieux finalement assez inaccessibles, et j'espère donc que c'est un très joli voyage. C'est vrai que moi je suis un grand lecteur de Jules Verne par exemple, et il y avait comme ça un côté trouver une astuce qui permette de redécouvrir la Terre ou de revisiter la Terre, de refaire un tour du monde, mais en 2022. Alors, et même un peu plus que 2022, du coup. 2022 en tant que lecteur, ouais. et un peu plus loin en tant que... 2097 pour l'action. Oui, c'est véritablement un tour du monde, et vous le précisez vous-même, tous les lieux qui sont dans le livre existent vraiment. Oui, c'était un challenge d'utiliser des lieux réels, des lieux d'ailleurs dont on se dit, mais... est-ce qu'ils existent vraiment? Et on peut les vérifier assez facilement. Oui, tous ces lieux existent. Et voilà, c'était aussi le choix de ce livre, d'avoir des lieux emblématiques qui peuvent être Samarcande, qui peuvent être Rio, qui peuvent être Jérusalem, Baïkonour, etc. Mais aussi des lieux très atypiques, comme une station de ski, une des plus hautes du monde dans l'Himalaya, une île la plus éloignée du monde qui est Tristan de Cunha, donc je pense que la plupart des gens n'ont pas entendu parler, mais qui est encore plus éloignée que l'île de Sainte-Hélène, qui est assez proche, ou le point Nemo, qui est le point le plus... de l'océan le plus éloigné de toute terre émergée sur la planète, etc. Donc c'était aussi d'essayer comme ça de trouver des lieux absolument insolites, où peut-être un être humain aimerait d'aller un jour, et de les placer évidemment dans ce roman, et de placer aussi les aventures de mes personnages dans ces lieux insolites. Quel est votre rapport à la science-fiction, à l'anticipation? Est-ce que c'est une littérature que vous avez lue beaucoup? On parlait de Jules Verne tout à l'heure, c'est de l'anticipation déjà. Oui, moi j'aime beaucoup la science-fiction, je suis un grand lecteur de science-fiction. C'est vrai que j'ai tendance à préférer les récits d'anticipation, en tout cas on va dire les fables philosophiques, que peuvent être les romans de Bradbury, Fahrenheit 451, Chronique martienne, ou évidemment les romans de Wells, les romans d'Orwell, etc. C'est vrai que je suis assez friand de ces fables qui finalement sont de la science-fiction, mais généralement avec une forme d'invention qui évidemment décale notre propos, plus que des univers complètement fantastiques, comme peuvent être les grandes séries de Dune, Hyperion, etc., ou que j'ai lu aussi, mais en tout cas, mon goût littéraire va quand même plus pour ces romans qui apportent vraiment une fable politique et philosophique sur notre monde à travers le regard d'une invention. Et donc, donc je suis assez friand de ces lectures-là, et qui plus est quand il y a une dimension, policière ou d'enquête ou d'action. Et puis j'aime bien aussi toute la veine française qui est plus, on a parfois parlé de réalisme poétique, avec Marcel Aimé, avec même Prévert, avec des auteurs qui arrivaient comme ça à glisser une petite part on va dire de surnaturel. De fantaisie. De fantaisie, parfois de poésie, dans des œuvres, mais qui se voulaient très sérieuses, comme le Passe-Muraille, comme des choses comme ça. Et c'est vrai que j'aime bien aussi parce qu'on a comme ça là une tradition si française alors c'est pas vraiment du fantastique, c'est là encore, Passe-Muraille, c'est une fable politique, pratiquement, de quelqu'un, comme tout le monde, qui va avoir comme ça une petite trouvaille, une petite invention qui par exemple, il passe à travers les murs. Donc j'aime bien aussi ça, et c'est vrai que j'ai essayé dans Nouvelle Babel
rendre hommage aussi à ce genre qui est, voilà, qui est vraiment le genre de l'imaginaire, en fait. C'est de se dire, bah là, on a un roman policier. Pourquoi ce roman policier se passerait aujourd'hui et pourquoi il ne se passerait pas dans 100 ans dans un autre monde. Donc on est effectivement, bon voilà, mes héros, ils ne traversent pas les murs, ils peuvent juste se téléporter. Mais on est, j'espère, un peu dans le même esprit qui permet de jouer sur de la poésie, sur un autre regard sur le monde, voilà, un autre regard politique aussi. Ouais. Alors une enquête, évidemment, tout débute par l'assassinat de couples de retraités paisiblement installés sur une île a priori inviolable, en tout cas très sécurisée. Nous sommes projetés, je le disais tout à l'heure, en 2097. Il y a une constitution mondiale, une seule terre, un seul peuple, une seule langue, la même heure partout dans le monde, plus de frontières, la téléportation. Et là encore, vous vous basez, Michel Bussy, et ça ne m'étonne pas du tout de vous, sur une science avérée, sur une expérience qui a été réalisée, je crois que c'était en 1997, par un professeur, un scientifique autrichien. Oui, c'est vrai, je dis qu'effectivement ce roman commence au centenaire de la téléportation quantique, puisqu'on parle de téléportation, on dit téléportation quantique, et effectivement les premières expériences de téléportation quantique, alors c'est une théorie assez ancienne maintenant, qui date des années 80, enfin qui est post-Einstein, mais qui a remis en cause en partie les conclusions d'Einstein, mais voilà. Mais effectivement, les premières expérimentations de téléportation, alors on est sur des photons, on est sur des ordinateurs reliés, etc., date de 1997. Donc j'ai choisi de poser le point de départ de la téléportation en 1997, ce qui fait qu'on est déjà dans un monde de téléportation, même si on ne s'en rend pas compte tous les jours. Et donc voilà, donc c'était ça le petit jeu. C'est vrai que de toute façon, beaucoup de physiciens disent que la physique quantique va révolutionner tout ce qu'on connaît, mais comme Einstein a absolument révolutionné tout ce qu'on connaissait avant. Donc la science ne cesse de révolutionner tout ce qu'on connaissait avant. Et voilà, on nous dit voilà, qu'avec la physique quantique, alors notamment les progrès informatiques, de capacité de calcul, etc., on va être multipliés encore par des séries de zéros. Et donc tout ce qui nous semble déjà absolument fascinant d'avoir dans nos petits téléphones portables des sommes de données absolument astronomiques de visio, et bien tout ça sera de la préhistoire peut-être dans 20 ans. Alors bon, donc c'est vrai que c'est aussi ça, ce roman, c'est aussi on est dans un monde qui va très vite en termes de progrès technologiques, qui à chaque génération pratiquement a de nouvelles inventions entre les mains. Enfin, il y a un effet de génération, alors qu'avant, il n'y avait sans doute pas des progrès aussi rapidement. Ouais. Et c'est vrai que ce roman vraiment parle de ça, parle de dire si on avait une invention, il y a ceux qui s'en saisissent, il y a ceux qui ont vécu avant et qui se disent ma foi, la téléportation humaine, ouais, c'est bien, mais enfin bon, voilà, il n'y a pas que ça dans la vie, etc. Donc c'est un reflet de ça. Donc c'est à la fois de la science-fiction, mais je trouve pas tant que ça, parce qu'au final, se déplacer à la vitesse de la pensée. Bon, maintenant qu'on a des téléphones, maintenant qu'on peut même faire des visios à tout bout de champ, maintenant qu'on a même des meetings politiques avec des hologrammes, bon, finalement, demain, peut-être qu'effectivement on aura un hologramme qui ira regarder le foot chez son copain parce qu'on n'a pas envie de se faire la route, mais qu'on aura l'impression de le regarder quand même. Enfin, ces choses-là vont tellement vite qu'en fait, quelque part, c'est presque une métaphore, c'est-à-dire que c'est pour ça que c'est pas vraiment de la science-fiction, c'est plus une métaphore du monde dans lequel on essaye d'être en permanence partout à la fois et d'être presque jamais seul quelque part, puisqu'on est tout le temps disponible, joignable, et qui plus est repérable par des tas de données qui vous bordent dans tous les coins. Et puis alors, Michel Bussy, et ça je ne voulais pas faire l'impasse là-dessus parce que vous y revenez plusieurs fois dans le roman Nouvelle Babel, mine de rien, vous dressez quand même un bilan, vous posez un regard quasi politique, oserais-je dire, tout à fait juste en tout cas sur le monde d'aujourd'hui et à plusieurs reprises. Je cite un exemple. L'opinion fonctionne par cycle. Chaque fois que dans son histoire l'humanité a franchi une étape fondamentale, qu'il s'agisse de la démocratie, de la paix ou de la liberté de déplacement, l'opinion en oublie le coût, les avantages, pour n'en plus voir que les limites et les défauts. Vous faites dire cela à un de vos personnages. Et là, vraiment, plusieurs fois dans le roman, cet œil que vous posez en 2097 vous permet d'avoir un œil sur ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Oui, c'est vrai, parce que poser un monde sans frontières, sans État-nation,
alors qu'aujourd'hui on voit bien qu'on est dans une période de l'histoire où les États-nations sont très forts, et que ce discours nationaliste dans beaucoup d'élections nationales ressort énormément, beaucoup plus qu'il y a 50 ans par exemple. Se dire que finalement on est en train peut-être de vivre les dernières décennies des États-nations, et que ces États-nations vont peut-être être balayés par l'histoire, balayés par la technologie, balayés par la mondialisation économique, mais aussi peut-être par la mondialisation des idées et de la volonté des gens de sortir des frontières, simplement parce que les technologies leur permettent. C'est une hypothèse que je ne suis pas la seule à faire. D'ailleurs, il y a beaucoup, notamment de géographes, qui l'ont faite, qui disent que le sens de l'histoire, c'est une mondialisation, et qu'en fait, on vit aujourd'hui peut-être les dernières résistances à ce sens de l'histoire, qui est que la Terre se réduit parce qu'on invente des moyens de la réduire, et qu'aussi que les problèmes, du coup, deviennent des problèmes planétaires. Parce qu'évidemment, la pandémie, on est un exemple typique, mais également le réchauffement, ou les guerres, ou les déplacements de migrants, etc. C'est qu'on a des problèmes mondiaux à gérer, et que le monde actuel n'est pas capable de gérer ces problèmes à l'échelle mondiale. Donc à un moment donné, peut-être qu'il y aura des grandes crises qui vont faire qu'il faudra prendre des décisions mondiales. Donc en tout cas, c'est une hypothèse qui ne me semble pas farfelue, et à bien des égards, on pourrait se dire que c'est aujourd'hui le monde actuel qui est un peu absurde, de ne pas être capable de trouver des solutions. Ouais. Personne n'est responsable, mais en tout cas, on n'arrive pas à trouver des solutions, et ça, tout le monde en est conscient qu'il faudrait trouver qu'une autre organisation du monde pourrait sans doute être meilleure, évidemment dans le meilleur des mondes possibles. Et bien entendu, est-ce que l'homme peut se passer d'identité territoriale ? C'est la grande question qui est posée par ce roman. C'est dans l'absolu, on pourrait se dire, ça c'est tellement idéal, si on n'avait plus d'identité territoriale, il n'y aurait plus de raison de se battre, il y aurait plus, comme disaient souvent les poètes, on parlait de ça, des hommes tous frères, des hommes qui se tiendraient tous la main, tous d'une même couleur, tous d'une même fraternité. Mais évidemment, on sait bien que c'est pas aussi simple, et donc ce roman, j'espère, rediscute ça à l'aune de ce qu'on vit aujourd'hui. Voilà. Et bien alors, je vais terminer cet entretien, Michel, avec un autre livre, La fabrique du suspense, toujours paru aux presses de la Cité et aux éditions Le Robert. Secrets d'écriture, ce sont ces secrets que vous livrez, vous révélez vos secrets d'écriture alors, Michel ? Alors, c'est pas... Enfin, oui, je les révèle quand même. Quand même, un peu. Mais je ne suis pas sûr que je les révèle vraiment sous forme de secret. C'est-à-dire, c'était plus un hommage à cette littérature qui est la littérature on va dire de suspense, parce que c'est le titre, qui est la littérature policière, certes, mais un genre policier qui est plutôt le genre, effectivement, du suspense, de l'intrigue, du rebondissement, du twist, comme on l'a souvent dit à propos de mes livres, plus que du thriller ou de comment faire peur ou comment porter un regard noir sur le monde, par exemple. Donc voilà. Et donc, c'était une façon de montrer que cet art-là, l'art du suspense, est un vrai genre littéraire en soi, qu'à mon avis, c'est même le plus ancien genre littéraire qui soit, parce que on pourrait même dire que dès les grands récits religieux, dès la Bible, dès, je sais pas, Gilgamesh, etc., ou la mythologie grecque, on est déjà sur des récits à suspense. Voilà, Adam et Ève vont-ils être chassés du paradis sur Terre ? Le serpent va-t-il arriver à les convaincre ? Ève qui croque la pomme, est-ce qu'elle va se faire attraper ? Ah non, pas de peau, Dieu l'a vu. Bon, on est déjà dans des récits à suspense, évidemment. Le conte en lui-même, c'est un récit à suspense. Donc c'était une façon de dire, parfois on balaye un peu en disant, il y a la grande littérature, puis il y a la littérature de divertissement qui essaye de créer du suspense, de faire tourner les pages, chez les page-turners, etc. Comme si c'était une espèce de sous-littérature que de vouloir intéresser les gens et pousser les gens à y continuer. En fait, j'essaie de montrer que c'est la plus vieille littérature du monde. C'est le sens de savoir raconter des histoires avec du rythme, avec du suspense, avec l'angoisse de se dire mais qu'est-ce qui va se passer ensuite ? Et voilà, et de dire il y a des trucs littéraires parce que c'est édité par le Robert, donc c'est vraiment une édition où on va parler des mots, on va parler de la technique, mais c'était de dire il faut une technique littéraire, c'est un travail littéraire de faire que les gens ne se doutent pas de qui est coupable, soient surpris, aient envie une nouvelle fois de tourner les pages. Enfin voilà, c'est un art littéraire et j'essaye de révéler des secrets, puis surtout aussi de dire
d'essayer de dire ce qui, évidemment, uniquement selon moi, il faut faire ou ne pas faire, ou ce qui me semble être pour moi les bonnes pratiques, ou les pratiques un peu moins bonnes. En tout cas, mais c'est toujours à travers mon regard et à travers moi ce que j'aime lire ou ce que j'aime écrire. Bien sûr, d'autres écrivains diraient parfois absolument l'inverse de moi. Par exemple, j'essaie de montrer comment on peut concilier humour et suspense. Bon, bah, il y a des tas d'auteurs géniaux qui ne mettent aucun humour, qui sont très au premier degré. Et j'adore les lire et ils font des chefs-d'œuvre absolus, donc sans doute qu'ils donneraient d'autres conseils que moi. Mais c'est vrai que combiner humour et suspense dans des récits policiers bah, suppose de se poser quelques questions. Puis je rappelle que c'est des théories que je me suis posées, ça fait maintenant un peu plus de 15 ans que j'écris, en tout cas que je suis publié. Et donc à force, c'est la vieille manière des universitaires. On théorise toujours un peu tout, donc on m'a souvent posé des questions, j'ai souvent réfléchi évidemment avant de répondre. Donc du coup à force, j'ai essayé de théoriser un peu ce que je faisais, pourquoi je le faisais, comment je le faisais. Donc finalement ce roman est venu, enfin cette proposition est venue au bon moment pour essayer de poser un petit peu un nombre de bases théoriques sur des choses sur lesquelles j'ai été amené à réfléchir, souvent parce qu'on me posait la question en me disant bah voilà, pourquoi vous mettez des enfants dans vos romans policiers, est-ce que vous commencez par la fin, pourquoi c'est souvent des femmes, des héroïnes, etc. Donc fallait que je me dise bah c'est vrai, pourquoi je fais ça, et voilà, donc c'est un peu les réponses à ces questions qu'on me pose assez souvent. Merci Michel. Merci beaucoup.